Alors, on va commencer le premier cours de philosophie et doctrine politique. On va commencer avec l'introduction. Alors, introduction à l'histoire des idées politiques. Quelles sont les idées? Une idée, c'est une représentation plus ou moins fidèle du monde extérieur qui apparaît dans l'esprit humain. C'est une manière de voir le monde. Cette représentation vient de notre expérience, de notre confrontation au monde à tous les niveaux. Nos sensations, nos émotions, notre socialisation, le milieu, la géographie et notre culture, ainsi que nos lectures. Avoir des idées sur le monde permet de dire des choses sur ce dernier et de débattre des différentes idées que l'on se fait de ce monde. Ces idées nous permettent d'avoir un cadre d'analyse et les idées structurent notre système de pensée. Ces représentations sont des piliers de notre vie et que nous renforçons tout au long de notre vie. Il est donc extrêmement compliqué d'abandonner une idée. On ne se posera pas ici la question de la rationalité ou de la justesse des idées. On travaillera plutôt sur les idées qui peuvent nous paraître irrationnelles aujourd'hui, mais qui n'étaient pas perçues comme telles à l'époque. On travaillera également sur les croyances collectives à des idées, comment se forme la croyance et comment se forment les idées. On abordera toujours ces questions avec une démarche compréhensive, sans jugement, mais en essayant de les comprendre dans leur contexte. Alors, on a l'impression que les idées que nous avons sont individuelles du fait de notre subjectivité. Au contraire, les idées dans le domaine des sciences sociales nous apprennent qu'elles sont collectives. Ce sont des idées d'une époque, même si cela ne veut pas dire que tout le monde pense de la même manière à une même époque. Les idées sont des discours collectifs, des doctrines, des formations discursives, selon M. Angenot, qui n'ont pas d'auteur déterminé. Les doctrines en isme, comme le communisme, le pacifisme, etc., n'ont pas un seul auteur. Les mythes font partie de ces discours, comme les textes religieux, les représentations sociales, les idéologies constituées. On étudiera les idées comme des faits sociaux, des constructions qui s'imposent aux individus et qui finissent par être intériorisées par les individus. Les idées ont une très grande puissance sociale, reprises par des groupes sociaux qui sont rapidement intériorisés par les individus. Les idées dépendent du réel dans lequel elles émergent. Ce réel change en permanence, ce qui va entraîner des difficultés méthodologiques. Les idées ne sont pas tangibles contrairement aux objets d'étude et des sciences dures qui ont une dimension assez palpable. Pour étudier les idées, on travaille donc sur ce qui est exprimé, que ce soit des discours, des écrits, la manière d'exprimer des idées peut être très différente selon l'auteur et l'endroit où elle est exprimée. Où trouve-t-on les idées? On trouve les idées partout, dans des discours politiques, des films, des chansons, des pièces de théâtre. Les idées ont une dimension très démocratique, elles circulent partout et sur tous les supports. Il ne faut pas être dans la soumission aux grands textes et aux idées qu'ils contiennent. Certains textes considérés comme majeurs de nos jours ont parfois été peu lus à l'époque de leur émission. C'est le cas du Prince de Machiavel ou de la Boétie, qui ont été publiés après la mort de leurs auteurs. Certains auteurs très connus de leur temps sont aujourd'hui oubliés. Un phénomène historique. Comme le monde change et les idées sont liées à la réalité sociale, les idées historiciables, on peut donc faire l'histoire des idées politiques. Il n'y a pas de progrès linéaire des idées qui irait forcément vers le mieux. Certaines pensées sont possibles à certaines époques, mais pas à d'autres. Par exemple, Marx pense la réalité ouvrière parce qu'il est contemporain de la révolution industrielle, ce qu'il n'aurait pas pu faire à l'époque de l'Antiquité. C'est vrai aussi pour les idées écologiques propres à notre époque moderne. Certaines idées ne paraissent pas et mutent à chaque époque, comme l'antisémitisme. Au contraire, d'autres idées se diffusent peu et voire disparaissent. Nous ne croyons plus à la divinité des rois, à la supériorité des races, à la destinée du prolétariat. Cela s'explique par le fait qu'il n'y a plus de force sociale pour les défendre. Certaines idées ont une portée limitée parce qu'elles ne sont plus développées que par un auteur et qu'elles ont peu de portée sur le réel. À l'inverse, d'autres ont un grand rôle social en inspirant des forces sociales, des partis politiques, des syndicats, des hommes. Les idées servent donc à passer à l'action. Elles peuvent être la matrice de l'engagement en soudant une communauté. Les idées légitiment donc des institutions, mais peuvent aussi servir à délégitimer, comme pour la royauté ou les groupes sociaux. Étudier les idées, les lignes directrices. Ce cours s'intéresse à la notion de modernité politique qui a une dimension critique forte et qui commence à émerger au XIIIe siècle et au XIVe siècle. La modernité politique renvoie à une réflexivité
politique des sociétés, une capacité des sociétés à s'interroger sur leurs propres fins, sur leur propre organisation sociale et politique, et donc de commencer à s'auto-organiser et à s'autodéterminer sans référence au divin. Cela implique donc de placer l'individu au centre de l'organisation, un individu que l'on va considérer comme rationnel, doué d'une raison, ce qui lui permet de discuter de l'organisation politique et d'essayer de chercher une vérité qui serait la meilleure organisation politique de la société. Pour avoir une société réflexive, il faut avoir des individus réflexifs, auxquels on donne des moyens de réfléchir, donc la liberté de réfléchir, de s'occuper de la chose politique et de communiquer de leurs idées. L'individu est alors sujet de lui-même et non plus sujet du roi, car il a sa propre subjectivité qui lui permet de penser par lui-même. La modernité implique donc une mise à distance de la religion ou des corps sociaux qui bloquent l'autodétermination des individus. De séparer le politique de ses corps, la plus connue est la séparation entre l'Église et l'État. La modernité alors consiste à un ensemble de séparation de la politique et de tout ce qui pourrait la menacer. On va donc faire l'histoire contextuelle des idées. Ceux qui posent les textes philosophiques ou doctrinaux du passé ne cherchent pas à répondre à des grandes questions philosophiques pérennes. Ces textes se préoccupent des débats et des problèmes de leurs époques. Il ne faut donc pas leur prêter plus d'ambition qu'ils nous en ont. Il faut restituer les idées dans leur contexte social et politique. Ces textes sont pris dans des débats et pour comprendre un texte, il faut comprendre les autres textes avec lesquels il dialogue et l'évolution des débats auxquels il participe. Travailler sur un texte du passé, c'est restituer l'intention de l'auteur. C'est cette approche qui a été popularisée par Quentin Skinner. Les idées produisent ou essaient de produire des effets politiques, sociaux ou économiques. La philosophie politique veut donc servir à quelque chose, changer l'organisation politique et sociale. Pour cela, elle a pour but de chercher la meilleure organisation possible de la société et comment servir le bien commun. Cela entraîne une dimension normative. En émettant des jugements de valeur, elle va à l'opposé des sciences sociales. Une forte extrême idée et l'idéologie, une forte extrême des idées et l'idéologie qui mystifie le réel en pliant la vision du monde qu'elles sont faites. Au lieu de partir du réel, l'idéologie part des idées et tente de faire correspondre les idées au réel. C'est ça. Le réel aux idées également. Que l'on se fait du monde. On a vu le triomphe des idéologies au XXe siècle. Les idées contribuent au monde social sans pour autant le déterminer. Il est intéressant de comprendre comment certaines idées qui avaient pour but d'atteindre le bien commun ont au contraire eu des conséquences désastreuses sur le monde. Le problème vient de la manière d'appliquer ces idées dans le monde réel, d'appliquer des utopies qui vont changer toute la société et dont on ne sait pas à quoi elles pourraient ressembler dans le réel. Des idées généreuses dont on ne sait pas quelle forme elles pourraient prendre dans la réalité sont souvent appliquées par la force et finissent par avoir des conséquences contraires à leur idéal. L'argument du témoin futur est celui de quelqu'un qui se projette dans le futur, qui a envie de faire advenir et sur lequel il va construire son argumentaire. Dans cette réalité, le mal a été éradiqué, ce qui implique que le mal est présent dans la réalité actuelle, dont le but est donc d'éliminer le mal, cause pour laquelle tous les moyens sont bons, même la violence. C'est le point de bascule des idées généreuses et des moyens moralement problématiques. Ce qui manque au transformateur, c'est une évaluation de sa doctrine. Est-elle bonne? Et de ses principes d'action, sont-ils moraux? Pour comprendre cette logique, on peut prendre par exemple Harry Potter, blablabla, Harry découvre que l'histoire n'est pas un accident ou lié de la méchanceté individuelle, mais lié aux doctrines qu'ils adoptent et qui impliquent des principes d'action différents. La question que les philosophes politiques doivent se poser est donc de savoir si ces principes d'action correspondent à ma doctrine. Alors, la question que le philosophe politique doit se poser est donc de savoir si les principes d'action correspondent à ma doctrine. Philosophie et sciences sociales. Dans la philosophie politique, le terme philosophie renvoie à une manière d'opérer, une manière d'écrire. Un énoncé de philosophie va donc être un ensemble d'arguments, un ensemble de connaissances sur le monde, mais aussi une réflexion théorique. Alors, le mot politique renvoie ici à la manière traitée, le pouvoir, les institutions. La philosophie politique s'intéresse à la vie politique, à la menée de la cité, à la vie de la cité. Ce n'est donc pas une philosophie métaphysique, mais une philosophie qui a pour objectif de changer la société. Normativité et objectivité. La philosophie politique va juger la société à l'aide du bien et du mal, en argumentant cette division sur le rattachement au bien et au mal. C'est donc à la fois un travail de répartition entre le bien et le mal, et de définition subjective de ces deux notions normatives. La philosophie politique, normative, s'occupe de ce qui devrait être. Au contraire, les sciences sociales étudient ce qui existe, et non pas ce qui pourrait ou devrait exister.
L'idée fondamentale de la philosophie politique, c'est qu'elle naît du contact avec le problème réel et qui va proposer une alternative pour régler ce problème. Léo Strauss écrit: La philosophie politique se caractérise donc en premier lieu par un rapport à la fois nécessaire, indépassable et indéfiniment problématique avec les expériences et les opinions effectivement présentes dans la politique réelle de la cité. La philosophie politique peut spéculer, mais cette spéculation sert à projeter sur une société construite. Alors, la philosophie politique essaie de théoriser le fonctionnement des sociétés et des institutions au-delà des époques, avec l'idée qu'il y aurait une vérité du pouvoir, un fonctionnement politique général des sociétés, peu importe de leurs époques. Une grande partie de la philosophie va concentrer son attention sur un phénomène précis, une guerre, une révolution, un génocide. Elle va non seulement le théoriser, mais essayer de le comprendre, dans le but d'en tirer une sagesse et des leçons morales. Le philosophe politique renvoie étiologiquement à l'amour de la sagesse. La philosophie politique se veut donc normative, en émettant des jugements de valeur. Au contraire, les sciences sociales, elles, se veulent objectives. Ne veulent pas intervenir dans le monde qu'elles observent, mais uniquement le décrire, l'analyser scientifiquement, sans porter de jugement de valeur dessus. Les sciences sociales ont une approche positiviste qui consiste à connaître les faits par leur expérience. Le problème du positivisme, selon Léo Strauss, c'est qu'il n'est que dans les faits et pas dans les valeurs. La stupidité dans le domaine moral est la condition nécessaire de l'analyse scientifique. Or, cette stupidité dans le domaine moral n'est pas nécessaire, n'est pas souhaitable. On lui prête aussi la phrase: si toutes les valeurs se valent, le cannibalisme est une affaire de goût. En réalité, les chercheurs en sciences sociales s'engagent dans le débat. Ils signent des pétitions, ils prennent position dans le débat politique et sortent donc de leur rôle de chercheurs. Le problème, c'est que on peut brouiller ces frontières entre le travail scientifique et la réflexion normative. Le rôle des idées. Une autre distinction forte entre le philosophe politique et les sciences sociales porte sur le rôle des idées. Dans l'action politique, pour le philosophe politique, les idées ont un rôle central. C'est à partir d'elles que l'on change le régime, que l'on adopte une politique publique. Assez paradoxalement, cette perspective est très critiquée par les sciences sociales qui cherchent à affaiblir le rôle des idées dans l'engagement en considérant qu'elles jouent un rôle faible. L'action politique est-elle déterminée par des propriétés sociales, le milieu social, les capitaux des individus? Étudier les idées en historien, la méthode de Quentin Skinner, qui vient de l'école de Cambridge. Cette méthode s'attache à une histoire contextuelle des idées. En le reclassant dans un contexte historique, cette approche pose que la production philosophique d'une époque est une production idéologique et les textes écrits par les auteurs sont dans un contexte historique et discursif donné pour convaincre les contemporains. Il faut à la fois les remettre dans leur contexte politique, mais aussi l'engager. En définissant les mots selon le sens qu'ils avaient à l'époque de leur utilisation. Skinner écrit: c'est la vie politique elle-même qui forme les grands problèmes. Il ne travaille pas les idées en philosophe, mais en historien. La question philosophique n'est pas centrale pour lui. Ce qui l'intéresse, c'est à la fois la genèse et le développement des idées. Cette question du contexte historique est centrale, car les philosophes ne s'intéressent qu'à la vie politique et aux problèmes de leurs époques. Ils ne s'adressent ni au passé que l'on ne peut pas changer, ni au futur que l'on ne connaît pas. Les philosophes n'essayent pas de résoudre des problèmes pérennes, mais uniquement de convaincre leurs contemporains que leurs idées sont les meilleures. Un premier élément de la méthode, il faut prévaloir le contextualisme sur l'essentialisme. L'essentialisme, c'est la révérence à l'égard des grands textes qui répondraient à des questions éternelles, comme si ces textes avaient théorisé de manière permanente des problèmes politiques. Au contraire, en les remplaçant par des textes en remplaçant les textes dans leur contexte, en le replaçant dans leur contexte, on constate qu'ils ne répondent qu'aux problèmes de leur époque, que le problème de l'essentialisme, c'est qu'on fait dialoguer des idées et des textes. Un texte philosophique est un discours qui prend des arguments qui n'existaient qu'à son époque. Tous les textes philosophiques prennent part dans un contexte qui ne provient pas de leurs mêmes époques, qui n'utilisent pas de même langage et dont les auteurs n'ont pas forcément dialogué entre eux. Deuxième élément de la méthode, ce sont les débats intellectuels de leur temps. Pour Skinner, tout texte philosophique est un ensemble de préconisations pratiques. Tous les textes philosophiques sont donc des argumentaires. Il n'y a pas de grands auteurs, mais des textes qui portent des arguments dans l'espace public de son époque. Skinner distingue deux niveaux de lecture d'un énoncé philosophique. Le niveau de la signification, ce qui va dire d'un point de vue des idées, et le niveau de l'intention, dont les mots sont une forme d'action sociale et politique. C'est ce que Skinner appelle la force illocutoire du texte et de l'auteur, qui peut être d'énoncer, d'attaquer, de reconstruire.
La question est donc de savoir à la fois les idées, de savoir à la fois ce que dit l'auteur et pourquoi il le dit, l'intention qu'il a derrière, sa position politique et les idées qu'il a. Puisque ces idées ont un fort impact sur le réel, on parle de la force performative des idées. Pour comprendre les textes et ses intentions, il faut reconstituer le contexte du texte et ses conditions de langagières. Pour retrouver l'intention de l'auteur, il faut faire un travail d'historien en restituant le paysage mental de l'auteur et de son époque. De quoi parle-t-on dans le débat politique à cette époque? Il faut prendre l'ensemble de l'œuvre de l'auteur pour comprendre la cohérence ou non de ses idées et étudier leurs évolutions. Les auteurs amendent leurs pensées, révisent leurs jugements et peuvent même se contredire. Cela s'explique du fait que ce sur quoi ils écrivent, le corps social, évolue. Restituer des débats, des idées, implique non seulement de s'intéresser aux grands textes et aux grands auteurs qui sont des notions très problématiques. Élément critique, Skinner a tendance à survaloriser la notion d'intention de l'auteur. Il se peut que l'intention n'apparaisse pas clairement à l'auteur et qu'il soit dépassé par son œuvre. Il est aussi compliqué de restituer les intentions de l'auteur, mais Skinner répond que le but n'est pas d'accéder à l'intérieur de l'auteur, mais de travailler sur ses conventions langagères et ses conventions de communication. L'intention se trouve dans le texte même, c'est sa force illocutoire. Skinner a tendance à sous-estimer les vérités philosophiques avancées par un texte, donc de la signification philosophique de ce texte. Le travail de contextualisation de l'historien tend à écraser les idées, refuser de l'acte, même de philosopher. Skinner répond qu'étudier les textes du passé permet d'analyser les hypothèses morales et les formes d'engagement intellectuel d'une époque. La fonction critique de la philosophie politique. Depuis très longtemps, la philosophie politique a une fonction submersive. Quand un peuple philosophe, il est réflexif et critique. La philosophie est un grand réservoir d'idées. Le philosophe politique a pour fonction d'interroger les fonctionnements sociaux et politiques et de les critiquer. Elle remet en cause l'ordre social, le pouvoir, et d'essayer de penser à la source. La légitimité au lieu de l'autorité, avec des mots plus contemporains, c'est la question de la souveraineté politique. On distingue deux modèles de souveraineté politique. Le modèle externe, la loi est donnée de l'extérieur par une instance supérieure. C'est par exemple le cas de la Bible qui dicte un ensemble de règles fixées par le divin. Le modèle interne, ce modèle provient d'un intérêt très important pour la nature à partir du XVe siècle, qui va entraîner l'idée que la souveraineté ne vient pas d'une instance extérieure, mais de la nature du terrestre, de l'homme. La souveraineté passe donc par des conventions passées entre les hommes, ce qui va impliquer de remettre l'individu au centre de la question politique, au centre de la cité, et de croire en la raison de cet individu. Cette confiance dans la raison des individus est ce qui permet de laisser les individus participer à la création des lois. C'est la légitimité légale rationnelle, théorisée par Max Weber. La souveraineté permet donc aux individus de s'autonomiser des lois divines. Le peuple grec a pu inventer la démocratie en le plaçant le citoyen au cœur de la cité. Un des grands débats de la philosophie politique est donc de s'associer, et donc le degré d'association du peuple à la fabrication de la loi. Pour garantir la souveraineté populaire, il faut donc mettre à l'écart le corps qui fragmente la société ou qui ont pour modèle externe de la souveraineté. Oui, c'est ça, qui ont pour un modèle externe de la souveraineté. Pierre Madan dit la modernité, c'est l'organisation d'un certain nombre d'organisations. La séparation des pouvoirs de l'Église, de l'État, c'est ça, de l'Église et de l'État, de la société et de l'État.